C'est une évidence. L'auto, c'est la liberté et le transport en commun, eh bien, ça coûte cher à la société. Attends, est-ce que c'est vraiment vrai? Pas pour mon invité d'aujourd'hui, Blaise Rémillard du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Blaise, dans cet épisode, nous explique c'est quoi le vrai coût de l'automobile à la société, c'est quoi le vrai coût du transport en commun pour vous et moi, mais aussi pour la société québécoise en son entier. Vous allez voir, c'est un épisode assez percutant où Blaise remet en question mes propres présupposés sur la manière qu'on doit aborder la mobilité durable au Québec, tant au niveau politique qu'économique. Bonjour, ici Xavier Robidoux et bienvenue aux Électrons libres. Et avant de poursuivre, je voulais te remercier. Oui, toi, à la maison, qui écoute, qui est dans ton auto, qui écoute dans le transport en commun, bref, qui regarde cette émission pour t'être abonné. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes de plus en plus de monde, de personnes qui sont des fans de l'émission aux Électrons libres. Donc, si c'est pas déjà fait, prends le temps de t'abonner. Ça prend 2 secondes. C'est la meilleure façon de m'encourager. Voilà. Écoute, Blaise, bienvenue à l'émission des Électrons libres. C'est un plaisir de t'avoir ce matin à l'émission. Merci, c'est un plaisir pour moi aussi. Tu sais, Blaise, t'as étudié en communication, puis j'aime que tu mets un mot qui est peut-être un peu moins vu dans le milieu de l'environnement, c'est-à-dire le mot innovation. Tu sais, quand on pense à environnement, des fois on pense à écolo, tu sais, qui de gauche, qui pense pas plus loin, qui veut leur retourner à la terre, tu sais, aux années 1800, mais on pense pas nécessairement à dire ok, c'est quelque chose de novateur, c'est de l'innovation, c'est comme ça qu'on fait avancer le monde. C'est intéressant cette nouvelle perspective justement sur les enjeux environnementaux. Oui, c'est ça. Ben effectivement, dans certains cas, on dépasse des limites, tu sais, puis effectivement, il faut réapprendre à fonctionner avec moins d'énergie, par exemple, ou avec moins de déplacements. Donc, tu sais, c'est pas exclu que il y a des moments où est-ce que il faut revenir en arrière, détricoter des choses qu'on a mal faites au fil des années, souvent parce qu'on le savait pas ou qu'on l'ignorait ou que ça faisait l'affaire de gens qu'on l'ignore. Mais dans tous les cas, on part d'une situation qui est aujourd'hui, puis il faut se rendre à un point où est-ce qu'on est soutenable écologiquement, économiquement, socialement, puis ce chemin-là, on l'a jamais fait. Alors, c'est de l'innovation, puis des fois, c'est de l'innovation avec de la nouvelle technologie, des nouvelles capacités de collaboration, de coordination, de suivi de projet, de planification de déplacement. Donc, c'est souvent une composante d'innovation, qu'elle soit technologique ou sociale, fiscale ou autre, politique. Et puis, donc, on est au cœur de ça. Puis, c'est vraiment, moi, quelque chose qui me passionne. Effectivement, j'ai étudié en communication. Je me destinais pas du tout à ce que je fais aujourd'hui au départ, mais je sentais qu'il fallait que je m'implique quand je voyais toutes les nouvelles dans les médias sur les changements climatiques, l'aménagement des villes, puis je voulais contribuer à faire ça. Puis au fil du temps, je me suis beaucoup impliqué, je me suis formé, je suis devenu un peu autodidacte sur les questions de changement climatique, mobilité, aménagement. Et puis, au fil du temps, on finit par se rendre compte que je connais beaucoup de choses. Et puis que surtout, notre rôle au Conseil régional de l'environnement, c'est de mobiliser des connaissances, souvent de plein d'experts, au final, de les recommuniquer ou de les orchestrer dans des projets plus concrets là, de mise en œuvre, de mobilisation des connaissances. C'est comme, par exemple, ce qu'on fait au Conseil régional de l'environnement sur la question du stationnement. On a développé tout un corpus de connaissances qu'on restitue dans des guides, puis on a fait un livre blanc sur les questions du stationnement, par exemple, parce que c'est des recommandations de politique publique. Mais on a aussi un pendant très concret qui est notre certification stationnement éco-responsable. Puis là, où on a défini une grille de critères, puis on accompagne des propriétaires de grands stationnements à
planifier leur stationnement, la gestion, l'aménagement, puis on certifie finalement la qualité de leur travail. Donc, ça devient très concret, ça devient des projets plutôt d'innovation sociale ou technologique, puis de communication aussi, dans un certain sens, de faire briller ces avant-gardistes-là. Le podcast des électrons libres est présenté par Marie-Rose Café. Marie-Rose Café, c'est votre torréfacteur préféré. C'est le mien, en tout cas. Moi, j'adore son café. Si vous voulez en savoir plus sur Marie-Rose Café, commandez du café. Marie-Rose Café sur Facebook. N'hésitez pas à appeler Alain aussi. Et son site web s'en vient pour commander en ligne. Donc, pensez café, Marie-Rose Café. Ça m'amène à tellement de questions. Stationnement innovant, je prends cette track-là parce que ça m'intéresse. Je pensais pas qu'on allait discuter de stationnement, mais juste peut-être en 2 minutes, peux-tu nous expliquer c'est quoi un peu un projet de stationnement innovant, juste pour nos auditeurs et auditrices? Oui. Un stationnement innovant, d'abord, c'est un stationnement, le meilleur stationnement, c'est celui qu'on n'a pas besoin de construire. Le stationnement innovant, c'est un stationnement d'abord dans lequel on a pensé la mobilité dans son ensemble. Alors, la plupart des gros bâtiments ont besoin de stationnement là, aujourd'hui, mais s'ils sont bien localisés, à proximité de transport collectif, à proximité de transport actif, à proximité des gens qui vont fréquenter ce bâtiment-là, là, peu importe que ce soit un hôpital ou un employeur ou une école. Si elle est bien localisée, les gens ont moins besoin de venir de loin pour se déplacer, on a moins besoin de stationnement. Si on a bien pensé aussi ensuite dans l'aménagement, les facilités pour les piétons, les cyclistes, les personnes qui prennent le transport collectif, on aura moins de gens qui vont avoir envie de se déplacer en automobile. On va avoir moins besoin de construire du stationnement. Ensuite de ça, on va gérer les externalités ou en tout cas l'insertion de ce stationnement-là dans son environnement. On sait que les stationnements, c'est des grosses sources d'eau de chaleur. Donc, on va s'assurer que on garde l'espace pour planter des arbres, faire de l'ombre, puis qu'on va avoir des matériaux qui vont pas capter la chaleur puis devenir insupportables en été dès qu'il fait un peu soleil, un peu chaud. C'est aussi des surfaces imperméables, donc qui rassemblent beaucoup d'eau de pluie, qui envoient ça typiquement dans le système d'égout, puis qui causent des débordements puis des inondations plus loin. Alors, on va s'assurer que le maximum d'eau est capté sur le terrain avec des fosses de rétention d'eau, par exemple, là, des genres de fossés qui vont accumuler l'eau quand il y a des fortes pluies. Il peut y avoir du pavé drainant, donc des façon que l'eau s'écoule, qu'elle n'est pas retenue par la surface du stationnement. Puis ensuite de ça, on a l'aspect aménagement et puis on a l'aspect gestion. Donc là aussi dans la gestion, par exemple, quand on fournit du stationnement gratuit aux automobilistes, mais qu'on n'offre rien aux gens qui prennent le transport collectif ou le vélo, etc. On crée une inéquité qui favorise finalement qu'il y ait plus de gens qui viennent en automobile. Si on privatise le stationnement, puis que chaque bâtiment a son stationnement, finalement, on va avoir un stationnement qui est utilisé juste aux heures de pointe de ce bâtiment-là. Puis, à côté, on aura peut-être un autre bâtiment qui aurait besoin de stationnement aux autres heures. Donc, on peut partager le stationnement, mutualiser le stationnement. Par exemple, un cinéma fonctionne aux heures inverses d'un bureau. Si on combine ces deux immeubles-là, puis les besoins de stationnement, on est capable de réduire beaucoup le besoin de stationnement. On a un projet exemplaire là dans Pointe-aux-Trembles où est-ce que l'Arena a réussi à réduire beaucoup la surface de son stationnement en faisant une entente avec l'école d'à côté. Parce que là, l'Arena puis l'école fonctionnent à des horaires différents. Et ils ont été capables de construire une maison des jeunes, de refaire tout leur stationnement avec les normes là, de stationnement éco-responsable. Puis, c'est ça. Finalement, c'est un milieu de vie bien plus intéressant. Puis, les besoins de stationnement sont répondus quand même. Là, donc, c'est donc gagnant pour tout le monde.
Donc, c'est ça le stationnement éco-responsable. Quand même. Écoute, moi, je m'attendais pas à ce qu'on parle de stationnement, mais je m'attendais pas non plus à ce que ça soit aussi wow, le stationnement éco-responsable. Tu sais, ça fait tellement du sens quand tu y penses. Puis moi, je pensais que ça fonctionnait comme ça, dans le sens que je pensais que c'était déjà, tu sais, qu'on pensait déjà comme ça. Puis j'espérais que non. Donc, il faut des organisations comme la vôtre qui disent, hey, on met de l'avant une nouvelle manière de faire le stationnement. Aussi, au lieu de rentrer en gare directement à l'automobile, j'imagine aussi que c'est une manière comment dire, d'y aller un peu avec un coup d'aïkido, là, c'est-à-dire qu'on prend l'énergie de l'autre puis on le renverse. Tu sais, c'est un peu faire jouer aux arts martiaux là, avec l'automobile au lieu de dire OK, on l'attaque de front. Ben pour vrai, moi je le vois pas comme un coup d'aïkido là, je vois juste ça comme une façon de pour une entreprise de mieux gérer son terrain. Ouais. Puis d'avoir un meilleur impact sur leur collectivité, puis d'avoir une interface entre leur bâtiment puis le monde qui est agréable. La plupart des bureaux investissent beaucoup dans leur entrée, leur bureau de réception. Tu rentres dans une entreprise, ça va être bien décoré. Ils font une affaire avec un designer, ils choisissent les matériaux, le logo, l'éclairage, etc. Mais le vrai chemin commence dans le stationnement, puis là, tu sais, généralement, on a des espaces qui sont insécurisants, inconfortables. On a de la misère à circuler dedans, tu sais, les pieds comme piétons. Là, dès qu'on sort de notre véhicule, Bonne chance. En danger. C'est inconfortable, c'est moche, c'est mal entretenu. Tu sais, donc pour moi, c'est pas tant de faire de jouer un tour à l'auto là, c'est plutôt de juste mieux l'intégrer, puis ben voir quand même que ça a des ressources, puis ça consomme beaucoup de ressources, beaucoup d'espace, puis que cet espace-là peut être administré différemment, puis les conséquences finalement d'avoir des automobiles, mais on les gère, puis on aménage les choses en conséquence. Pour moi, c'est jamais une question de tenter de jouer un tour aux automobilistes ou de tu sais, il y a le terme la guerre à l'auto. Je me lève pas le matin en fâché contre les automobilistes puis contre l'automobile, mais je pense que c'est un mode qui énergétiquement au niveau de l'espace, au niveau de la santé des gens, c'est le moins bon, tu sais, fait que si on peut fournir les autres façons qui sont meilleures pour la santé, qui sont moins coûteuses en espace, en argent, puis répondre aux besoins des gens, ben la population va faire les bons choix, puis on va s'en trouver gagnant là au niveau individuel puis au niveau collectif. Ben oui, absolument. Puis tu sais, quand tu vois une maison des jeunes aussi qui naît de ça en partie, tu sais, c'est des choses que tu dis, OK, ouais, ça fait du sens. Ça fait du sens aussi qu'on partage le stationnement, puis bon, c'est n'importe qui est allé en auto à Montréal, qui est un petit peu fin finot, là. Je parle pas de moi, je sais pas à qui tu parles. Il va utiliser les stationnements qui existent, puis il va comprendre la logique des heures d'ouverture et de fermeture de certaines organisations. Moi, ça m'est arrivé, tu sais, mettons que si j'avais besoin d'un stationnement, je m'arrangeais pour en trouver un, pour en avoir un à ma façon. J'encourage pas les gens nécessairement à faire ça, mais tu sais, je veux dire, dans le sens qu'il y a de l'espace, puis des fois tu te dis OK, mais pourquoi je peux pas utiliser le stationnement? Tu sais que le magasin est fermé ou que le bureau est fermé. Puis là, c'est vide. Puis là, en même temps, on se retrouve dans un genre de truc bizarre, tu sais, où tu dis, ça pourrait être mieux, ça pourrait être géré d'une meilleure façon, un petit peu plus optimale, parce que c'est ça. C'est juste. Absolument. Absolument. Alors, je ferai un épisode sur le stationnement de ces jours. C'est ça. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Vraiment. Ben, tu sais, ça nous amène aussi à parler de l'automobile. Ce qui m'a amené justement à t'inviter à l'émission, ça a été une publication qui a été faite, un article en fait qui a été fait dans le Journal de Montréal, sur lequel les deux on a commenté, toi d'abord, avec des données et tout ça, qui finalement stipulait ou du moins amenait un point de vue sur l'automobile qui faisait croire aux gens en fait que l'auto ça coûtait moins cher que le REM pour la société, pour les Québécois.
C'était une critique du coût du REM, puis l'évaluation des coûts que le REM a à Montréal. Pour les gens qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent en Europe, en Asie aussi, en Amérique du Sud, en Afrique du Nord, le REM, c'est quoi le REM en fait? Explique-nous, Blaise, c'est quoi le REM juste pour les gens qui écoutent C'est des un autres pays? système de métro léger sur rail, là, surélevé en grande partie. Donc c'est un train léger qui est sans conducteur. Et c'est le plus grand tracé en Amérique du Nord certainement, et je pense peut-être au monde là, qui est dans ce mode automatique là, surélevé. Donc, c'est des trains de 2 à 4 wagons qui vont circuler à un rythme assez fréquent parce qu'il n'y a pas de chauffeur, donc ils peuvent les faire circuler de façon très fréquente. Et puis qui va desservir là les proches banlieues de Montréal, et qui est une innovation à Montréal dans son mode de financement. Donc, c'est la Caisse des dépôts et placements du Québec. Donc, c'est une sorte de fonds de placement du gouvernement qui a investi, puis qui a construit, puis qui gère ce nouveau mode de transport-là par rapport aux sociétés de transport comme la Société de transport de Montréal, qui est vraiment une société publique de transport. Donc, c'est ça le REM, le réseau express métropolitain. Puis c'est en cours d'être complété là à Montréal. C'est un grand succès d'achalandage déjà. Ouais, Puis ça marche bien. ça marche, ça marche bien. Il y a des défis là, comme beaucoup de nouveaux systèmes de transport, et particulièrement dans notre hiver québécois là, c'est difficile de faire fonctionner ça en toute saison. Mais quand même, c'est un transport extraordinaire là, en termes de fréquence puis de confort. Puis voilà, Ouais. c'est ça le REM. Oui, puis c'est ça. Puis le REM, il était critiqué parce que, bon, je pense qu'on, avec la caisse de dépôt et placement, avec cette manière de faire naître puis évoluer un projet au niveau financier, c'est sûr que c'est la question de la valeur. Hein? Mark Carney, qui est le premier ministre du Canada présentement, a écrit un livre qui s'appelle Values. Qui, justement, ironiquement, moi je suis en train de le lire, qui, ironiquement, parle de la manière qu'on finance les différentes structures publiques, différentes incitatifs publics, puis il parle de la manière qu'on évalue la valeur des choses. Mhm. Donc, c'est drôle quand toi et moi, on a lu l'article du Journal de Montréal, du chroniqueur en question. Ça allait au-delà de dire, OK, les chars, ça coûte moins cher que le REM, ce qui est faux. En passant, c'est faux. Là. Blaise a pondu avec un conseil régional quelque chose de clair là-dessus, c'est faux. C'est juste Vas-y, faux. Blaise. C'est point. Non, mais point à la ligne là. Mm. Le transport collectif coûte moins cher que le transport automobile quand on prend toute l'emprise spatiale, tous les coûts de santé, les coûts des changements climatiques, toutes les différentes constructions, l'entretien des infrastructures, l'emprise spatiale. Ensuite de ça, si on prend des coûts individuels, donc que ce soit l'achat de la voiture, l'énergie, le temps passé dans le trafic, etc. Si on regarde la facture globale, il y a plein d'études là qui convergent là-dessus. Le moins cher, c'est le transport actif, évidemment. Marche, vélo. Ensuite de ça, le transport collectif. Puis, en tout dernier lieu, la voiture. Mais de la façon que nos transports sont administrés, puis de la façon qu'on répartit les coûts privés puis publics, ça donne parfois l'impression que le transport collectif est très cher, puis que la voiture, elle est plus performante, au moins économiquement. Puis ce qu'on voit, c'est que au niveau des coûts privés et publics, on est pour des déplacements, par exemple, de banlieue, là, tu sais, 20 Mm. km, 25 km, au niveau du coût privé, transport collectif, transport automobile, ça se ressemble. OK. Donc, les individus vont faire des petits gains en s'achetant une passe de transport collectif par rapport à une voiture.
mais on est dans le même genre de grandeur. Au niveau des coûts publics, les routes ou les trains, donc tous les coûts publics, la voiture, elle coûte un petit peu moins cher que ces transports-là, comme le REM. C'est construire des transports collectifs sur des grandes distances, des échelles de 20 km, c'est coûteux. Ça prend beaucoup d'espace, ça prend beaucoup de technologie, c'est des grosses infrastructures, c'est coûteux. Donc, elle est c'est un petit peu plus cher que l'automobile. Par contre, quand on regarde les externalités, gaz à effet de serre, pollution de l'air, particules fines, emprise spatiale, le coût de l'insécurité routière, là, les accidents, les coûts de santé, puis la congestion aussi. Tu sais, quand il y a beaucoup d'autos, tout le monde est ralenti, l'économie, les transports de marchandises est ralenti. Donc, tu sais, on regarde tout ça. Oh là, on a vraiment un autre portrait. L'automobile coûte beaucoup plus cher que les transports collectifs. Ce qui fait que globalement, comme société, c'est vraiment plus rentable d'investir dans un mode qui émet presque pas de GES, qui est très sécuritaire, qui cause presque aucun accident, dans lequel les gens vont marcher puis se garder un petit peu en forme par défaut, dans lequel on utilise beaucoup moins d'espace par personne. Donc, tout ça fait en sorte que socialement, c'est vraiment plus rentable d'investir dans ces transports collectifs-là. Puis, de surcroît, mais on va avoir tendance à concentrer du développement autour de ces axes-là, puis d'aller concentrer le développement à proximité, donc des employeurs, des résidences, des institutions. Puis finalement, les gens vont parcourir moins de distance. Alors là, encore là, on a un super bénéfice supplémentaire, à vrai dire, c'est que les gens qui habitent à côté des transports collectifs vont non seulement moins prendre la voiture, mais ils vont moins faire de kilomètres, même en transport collectif. Donc, si on prend les gens qui habitent dans les quartiers centraux de Montréal, leur consommation de transport collectif, c'est quelques kilomètres, c'est 4-5 kilomètres typiquement. Donc, quelqu'un qui part de Rosemont pour aller au centre-ville fait 5 kilomètres. Donc, son coût de transport collectif ou même d'automobile va être beaucoup moindre que celui qui vient des couronnes plus éloignés. Donc, de développement qui a été typiquement permis par l'automobile puis l'État de Maryland. Avec Pierre Barriot, c'est quoi qu'on parlait? On parlait du Drive Until You Can Buy. Ouais. Tu connais ça un peu, le concept là, Absolument. le concept un peu là, je vais l'expliquer rapidement. Moi, je le voyais avec mes parents parce qu'on magasinait. J'ai grandi en banlieue, puis on magasinait des maisons en banlieue pendant une certaine période. Puis là, c'était typiquement Drive Till You Can Buy. On embarquait dans la voiture, on partait, puis là, c'était les prix des maisons en fonction de mon père, il travaillait à Montréal, fait que ça à combien de temps on était du travail de papa, puis tu sais, le prix baissait. Puis peut-être le choix de la maison était fait en fonction de ça au final, en fonction du prix, puis c'est l'automobile qui nous permettait de faire ça, parce que sinon, si on avait dit, par exemple, OK, papa, faut qu'il se rende au travail uniquement en vélo, mais ça n'aurait pas donné il n'y aurait pas eu les mêmes décisions qui auraient été prises par rapport à ça. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Puis c'est aussi c'est permis par l'auto. Puis là, du moment que cette auto-là, elle entre dans nos vies, puis elle est là un peu par défaut culturellement, mais là, on se met à avoir aussi toutes sortes d'autres possibilités de choix de résidentiels qui s'offrent à nous, qui vont devenir des critères aussi associés à cette possibilité automobile-là. Donc, avoir une cour, une chambre par enfant, un sous-sol, un établi, un garage. Tu sais, donc tout ça, si on part avec l'idée qu'il y en a pas d'auto, mettons qu'on est dans un futur qui arrivera pas là, mais qui pour plein de ménages en fait, qui est la réalité d'aujourd'hui là et de demain aussi. Ben les familles dans les quartiers denses, ils fonctionnent autrement. Ils vont se dire ben on va avoir des plus petits logements, on va peut-être pas avoir de cours, mais on va habiter proche d'un parc. Ils vont faire d'autres arbitrages quand la possibilité de
l'auto est pas présente. Ouais, puis ils vont avoir une vie communautaire, hein. Je pense que tu travailles dans le milieu, tu sais c'est quoi avoir une vie communautaire, tu sais, puis je pense que j'en le vois, là, moi je me promène tu sais, en vélo en ville, j'habite en ville, puis je le vois, là, les parents qui circulent à vélo, là. Moi, l'autre jour, je voyais un papa avec ses 3 gars, tu sais, moi je disais à peu près 6-7 ans, là, ces gars. 3 vélos en avant, papa avec son vélo en arrière, puis il drivait ça dans la ville, puis je trouvais ça beau à voir, tu sais. Il croise des Oui. fois des voisins, des gens qu'il connaissent, il y a toute cette vie-là aussi plus sociale qui vient avec ça. Oui, exact. Donc c'est ça. C'est une vie de proximité avec plus de contacts sociaux. Des fois beaucoup de gens qu'on connaît pas. Mais par rapport à une vie plus de banlieue ou de village où est-ce que là on va connaître tout le monde sur sa rue, c'est pas le cas dans des milieux denses. Mais beaucoup de contacts avec beaucoup de gens puis beaucoup d'opportunités de rencontres, tout ça. Alors ben c'est ça, c'est une possibilité qui a été créée avec l'automobile, qui a changé profondément toutes sortes d'aspects de nos vies. On vient de parler de famille, mobilité, contacts sociaux, réseaux sociaux, etc. Donc, maintenant, quand on parlait tout à l'heure d'innovation, le chemin vers une mobilité plus durable, c'est probablement pas revenir à sans auto, tu sais, des familles sans auto, ce n'est pas non plus détruire les banlieues pour refaire des cités. Donc, il faut innover, il faut arriver avec des modes comme le REM, par exemple, qui vont permettre de redévelopper ces espaces-là de banlieue, mieux les connecter autrement qu'en voiture avec les centres-villes. Puis ça va mener à tout un redéveloppement de ces espaces-là. Déjà, les centres d'achat à Pointe-Claire, à Kirkland, le 10-30 à Brossard, sont complètement en transformation, puis vont revenir sur des modèles qui sont pas les modèles de quartiers centraux historiques de Montréal bâtis autour du tramway, mais qui ont de la densité, qui ont une variété de commerces, de services d'emploi, de proximité, puis qui vont devenir des espaces de vie plus complets. C'est le temps d'acheter à Deux-Montagnes en passant, là. C'est le temps. Non, je dis ça parce que le REM ça rend jusqu'à Deux-Montagnes, puis tu sais, je pense que Deux-Montagnes, moi, au début, j'étais comme, comment ça qu'il se rend, tu sais, dans Deux-Montagnes, tu te dis, c'est une banlieue, tu sais, c'est correct Deux-Montagnes, mais je veux dire, c'est typique banlieue, là. Il y a pas, tu sais, c'est comme banlieue. Ouais. Mais en même temps, tu te dis, ben c'est vrai que c'est cool parce que les gens là de la couronne nord de Montréal, la rive nord de Montréal, vont pouvoir entrer à Montréal plus facilement, plus aisément, surtout du côté ouest de la couronne nord de Montréal. Tu sais, ça va devenir intéressant justement de pouvoir aller à Deux-Montagnes. Puis qui sait, c'est peut-être the next place to be, là, tu sais. Next place to live, tu sais, c'est peut-être Deux-Montagnes, la next hot place. On sait pas. Et en tout cas, c'est clair que ça amène plus d'opportunités, puis ça va amener des ménages qui vont avoir moins besoin d'auto. Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir plus d'argent dans leur poche. Ils vont consommer dans des commerces locaux. Ils risquent d'avoir de la meilleure restauration, des commerces plus intéressants, une vie culturelle qui va être possible avec cette densité-là, puis ce pouvoir d'achat-là de ménage. Juste du évidemment, tous ces gros investissements-là en infrastructure, ils se rentabilisent par du développement immobilier, puis ils se rentabilisent par une amélioration de la qualité de vie des gens, d'amélioration de l'environnement. Anjou aussi, là, c'est un bon exemple. C'est vrai. La ligne bleue qui va se rendre dans la dernière station là, qui va être en dessous de l'autoroute 25, donc qui va être à un pied dans les galeries d'Anjou, puis un autre pied dans le secteur sud-est d'Anjou, qui est très banlieue là aussi. Mais là, ça va être vraiment une transformation super importante de ce secteur-là. C'est bien fait. Ben oui. Puis tu sais, je pense que quand on parle d'innovation, tu sais, comme le REM, c'est un bon exemple. Oui, ça coûte de l'argent, c'est vrai au Québec. C'est vrai, puis là, bon, il y a toutes les... On rentrera pas là-dedans aujourd'hui, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pense dire utilisateur-payeur. Tu sais, genre, OK, mais moi, je ne m'en sers pas, je n'aurais pas payé pour ça. Puis bon, quand on regarde les chiffres, je pense que tu le sais, là, mais quand on regarde les chiffres, ça fait
ça va être beaucoup au désavantage des automobilistes à long terme s'ils veulent vraiment payer pour ce qu'ils utilisent. Cette séparation-là est pas avantageuse. C'est pas un bon deal, comme on dit. Mais c'est ça, c'est que le REM puis des innovations comme ça amène du dynamisme économique qu'on appelle. Ça, c'est pas juste du transport en commun, faire du transport en commun, ça amène une dynamique qui est complètement différente. Ça change des quartiers puis des villes. Oui, c'est ça. Ben, puis c'est la façon qui est rentable économiquement de développer quand on accorde la bonne valeur au territoire, puis à l'énergie, Ouais. puis aux infrastructures. C'est ça qui est, c'est qu'en fait, on le voit là, on le voit aussi dans l'Est de Montréal, par exemple. Là, l'Est de Montréal n'a pas des aussi bonnes infrastructures de transport que l'Ouest, mais c'est des secteurs qui sont déjà congestionnés. On a construit un peu en mode étalement urbain, surtout des secteurs plus à l'ouest, c'est construit en mode banlieue. Mm. Le réseau routier est congestionné. On peut pas rajouter des dizaines de milliers de ménages là qui vont avoir des dizaines de milliers d'autos puis qui vont devoir se déplacer. Ça fonctionnera pas. C'est congestionné, c'est invivable. Ça marchera pas. Puis si on veut aussi rentabiliser le terrain puis les infrastructures d'eau puis les routes, ça se compte en ménage par kilomètre de route, en ménage par kilomètre de poteaux d'électricité, par tuyaux d'eau. On le voit quand on voit des graphiques des revenus même municipaux par kilomètre d'infrastructure. Mais qu'est-ce qui fonctionne? C'est les secteurs denses et mixtes où est-ce qu'il y a beaucoup de population, beaucoup de commerces, beaucoup d'employeurs. Puis là, c'est là qu'on a une haute valeur par kilomètre d'infrastructure, tandis que dans des secteurs moins denses, c'est toujours c'est toujours beaucoup plus bas, puis souvent pas rentable du tout là. Tu sais, donc ce que les personnes vont payer en taxes municipales ne réussit pas à couvrir la valeur de construction puis de maintien des routes, des infrastructures d'eau, des infrastructures de transport collectif. Et ben finalement, on se retrouve avec des municipalités qui sont prises à la gorge. Mm. L'économie de tout ça ne fonctionne pas, là. Puis on le voit présentement, il y a beaucoup de discussions autour de ça. Les infrastructures d'eau pètent de partout, on réussit pas à les remplacer, on réussit pas à les entretenir, nos routes sont pleines de poules, on réussit pas à les entretenir. Pourquoi? Parce que notre modèle financier inclut pas bien ça. Puis Mm. on n'a pas maximisé nos revenus municipaux. En fait, l'idée, c'est pas de maximiser les revenus municipaux. On n'a pas designé nos villes Ouais. en fonction d'un équilibre budgétaire de revenus municipaux par dépenses en infrastructure. Et là, c'est vraiment ça nous saute au visage là maintenant après 60 ans, un peu plus que ça. Là, on est rendu peut-être à 75 ans là, de développement centré sur l'automobile. Ouais, puis parlons-en, tu sais, justement de l'approche, tu sais, financière, justement, de l'œil qu'on pose sur justement le financement de nos infrastructures publiques. Tu sais, on le voit là à Montréal, tu sais, pas tout pète, mais bien des choses pètent, tu sais, nid de poule partout, tu sais, ça a pris du temps, ça prend encore du temps de réparer. Moi, je circule, on m'a passé une voiture pour 2 semaines, puis écoute, c'est rough, Montréal. Ouais. T'en sors pas souvent parce que tu dis, là, c'est rough, c'est rendu rough pour le dos. Tellement il y en a des nids de poules. Mais c'est ça, on voit que les budgets sont sous pression. On voit qu'on a des besoins de maintenance cruciaux au Québec en entier pour nos infrastructures publiques, que ce soit les ponts, les routes, quoi que ce soit. Puis on est prêt à gorge. On pond un article, on dit, le REM, finalement, ça coûte cher. Avec quel œil on devrait approcher le financement de nos infrastructures publiques, selon toi, Blaise? Ça serait quoi la meilleure façon de le faire? Parce qu'on le voit que là, on arrive à un dead end, tu sais, à un cul-de-sac un peu dans nos financements pour nos infrastructures publiques. C'est une vaste question. Tu sais, premièrement, je pense que la question commence quand les projets. Il doit y avoir là-dedans, dès le départ, une très bonne compréhension des bénéfices économiques, environnementaux, sociaux qui sont dans lesquels on investit. C'est un investissement.
ça doit rapporter un bénéfice. Donc, tu sais, tout le monde comprend ça, là. Quand on achète une maison, on va vouloir la revendre avec un bénéfice. Quand on investit dans nos fonds de pension, on veut qu'il y ait un bénéfice. Quand on va au restaurant avec notre blonde, tu sais, on a un bénéfice social avec nos amis, tu sais, d'être ensemble. Faut savoir pourquoi on fait les choses, puis que ce soit très clair. Puis faut être capable de le justifier économiquement, mais aussi environnementalement. Parce qu'au bout du compte, c'est une question qui revient, qu'on peut retraduire en économique, là. Si tout le monde est obligé de consommer du pétrole parce qu'ils ont des voitures, puis que ça crée des changements climatiques, puis des inondations aux gens après, puis qu'il faut redimensionner tout notre système de gestion de l'eau, puis que bon, tu sais, finalement, la question environnementale devient rapidement une question économique. Bref, faut être capable de faire cette bonne analyse-là des coûts-bénéfices, puis d'y inclure tout le maintien de l'infrastructure dès le départ. Donc, on devrait avoir une très claire idée de qu'est-ce que ça va nous coûter, puis comment on va le financer dans le temps. Par exemple, quand on construit le REM, normalement, on se dit, ben, il va y avoir du développement urbain qui va se faire, des revenus de taxes municipales, des revenus d'impôts, taxes pour les autres paliers de gouvernement vont augmenter, puis finalement, ben on devrait rentrer dans notre investissement au bout du compte. Présentement, ça, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. On est plus dans une planification qui est dictée par des agendas politiques, vision plutôt de court terme. Puis on n'a pas tout le temps une idée claire de pourquoi on le fait passer là, le trajet, pourquoi on investit de cette façon-là, etc. Et ça, c'est un gros défi qu'on a, là, d'avoir de la planification qui est basée vraiment sur des faits, des données solides, puis d'être capable de dire, ben, cet investissement-là, il va nous coûter tant, il va nous rapporter tant aussi, puis on va s'assurer de le faire. Quand on a construit le REM, par exemple, on se dit qu'il va y avoir du développement immobilier, mais ça, le développement immobilier, c'est une compétence municipale. Alors, par exemple, à Pierrefonds, il y a des citoyens qui ont dit non, nous, on n'en veut pas de développement résidentiel à côté de chez nous puis à côté de la gare. Alors là, pour l'instant, ben, on a une infrastructure qui vaut des milliards de dollars, à côté de laquelle on va construire peu de logements parce que il y a quelques dizaines de citoyens qui voulaient pas que ça change, qui voulaient pas, par exemple, qu'il y ait des gens avec un 6e étage qui puissent avoir une vue sur leur cour, etc. Bon, ça, dans d'autres juridictions, ça se peut pas. Si l'infrastructure est construite, la ville peut pas refuser certains seuils de densité, par exemple. Donc, ça, c'est le genre de petit réflexe qui nous manque, que je pense encore de dire, ben, si on fait ce mode-là pour s'assurer que on va retirer des routes X nombre de voitures pour avoir moins d'émissions de gaz à effet de serre, puis moins besoin d'investir aussi dans l'électrification des automobiles, accompagner ça d'une diminution de la capacité routière, par exemple. De dire, OK, notre infrastructure va enlever 40 000 autos de la route, on va arrêter d'en maintenir une capacité routière comme avant. Oui, c'est ça. Donc, ces bénéfices-là, ils devraient être planifiés aussi, puis on devrait structurer les projets de façon un peu plus globale pour vraiment être capable de s'assurer que les bénéfices vont être au rendez-vous, qu'on va être capable économiquement, puis environnementalement et socialement, qu'on va être capable de les soutenir dans le temps. Pas la première personne qui vient à un podcast qui me donne une réponse semblable à des problèmes semblables, mais c'est tout le temps, on parle presque tout le temps des mêmes sujets, mais avec des angles différents, des invités différents. Mais tu sais, t'es pas la première personne qui me dit on manque de vision globale. Ouais. Au Québec, on manque, puis pas juste au Québec.
J'ai Non. reçu une invitée qui va passer prochainement à l'émission, ça va être diffusé prochainement, qui me disait qu'en Italie, ils ont les mêmes problèmes. C'est une experte en Italie dans le domaine d'infrastructure, transport et infrastructure, puis elle me dit même problème, manque de vision à long terme, manque de vision globale. Mais ils ont les mêmes enjeux. C'est drôle, on dirait que c'est presque le sort des démocraties de se retrouver dans des situations comme ça. Je pense qu'il faut pas mettre le dos sur la démocratie. Ouais. Il y a des régimes non démocratiques qui font bien pire, là, à vrai dire, Ouais. là, qui ont beaucoup moins de vision, puis en fait, ils cachent l'information de la façon que la gouvernance, les décisions sont prises. Là. Donc, je pense de ce côté-là, on est mieux outillé en démocratie pour cheminer vers plus de vision. OK. Que des régimes plus autoritaires où l'information est cachée, puis finalement, mais ça va favoriser des prises de décision qui vont être plutôt bâclées, puis qui vont être plutôt basées sur des intérêts ou des préconceptions des personnes autour de la table à ce moment-là. Mais ça reste beaucoup plus compliqué d'avoir cette vision-là de développement global. Plus long aussi. Tu sais, on veut accélérer, on veut que les choses soient efficaces. On est devant des urgences multiples, là, tu sais, changement climatique, dégradation des infrastructures, etc. Donc, tu sais, il y a une volonté qui est normale puis qui est saine d'avoir des processus efficaces puis d'aller rapidement, mais en même temps, on traîne un bagage une habitude culturelle, à vrai dire, d'aller vite, de pas considérer l'environnement, de pas considérer le maintien des infrastructures, l'entretien de nos affaires. On considère ça quand ça brise, tu sais, on s'en soucie pas d'avance. On le sait, tout le monde le sait là que c'est moins cher d'entretenir ces affaires que de les remplacer ou de les réparer, mais c'est pas très fort culturellement là, tu sais, puis on a toujours l'attrait de la nouveauté, puis des choses neuves, puis des choses extraordinaires, etc. Puis on trouve que les choses qui ont le plus rapport avec l'entretien, puis la bonne planification et tout ça, c'est ennuyeux, c'est long, c'est coûteux, etc. Donc, tu sais, je dirais, c'est une propension peut-être de l'humain qui est là, puis qui est culturelle aussi dans d'autres sociétés. C'est d'autres échelles de planification dans le temps, d'autres. On pense en génération, on pense pas en mandat de 4 ans. Par exemple, on le voit au Japon. On le voit au Japon, on le voit en Chine aussi. Tout le rattrapage technologique au niveau des conditions de vie, au niveau des technologies de l'environnement, ça, au niveau géopolitique, la Chine pense sur un temps long, puis ils sont en train ont placé leur échiquier de façon beaucoup plus stratégique à long terme que je pense que d'autres nations là de l'Occident qui ont été sur un temps plus court, puis une vision de profit à court terme essentiellement. Ouais, vraiment. Là, je pense qu'on le voit. On a bon espoir que ça peut changer parce que ça existe ailleurs, donc c'est pas impossible d'être fait. Mais comme tu dis, c'est une question culturelle, je pense, beaucoup. Puis on s'achète du crédit sur nos infrastructures. Là. On voit ça. Là, la question du maintien des infrastructures, c'est vraiment c'est majeur parce que au Québec, en 2013, on a créé quelque chose qui s'appelle le Fonds des réseaux de transport terrestre, le FOR. Okay. C'était l'idée de ce fonds-là. C'est de dire, on va équilibrer nos dépenses en transport parce que sinon, on fait des investissements n'importe comment puis ça coûte trop cher aux contribuables. On est obligé d'avoir trop de taxes puis ça gruge les fonds qu'on voudrait mettre dans la santé, l'éducation ou à réduire le fardeau fiscal, peu importe. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on va équilibrer les revenus puis les dépenses de l'État en matière de transport. On va prendre les revenus comme la taxe sur l'essence, la taxe sur l'immatriculation, c'est principalement ces deux gros revenus-là.
Et on va s'assurer qu'on n'investit pas plus année après année. Donc, on va avoir un fonds à l'équilibre. Puis ça a super bien marché. Pendant les premières années, même qu'on s'est rendu compte qu'on dépensait pas tout l'argent. Donc, probablement qu'on avait soit qu'on n'investissait pas suffisamment, par exemple dans les transports collectifs ou dans l'électrification des véhicules, mais sinon, ben, qu'on prenait trop d'argent. Peu importe, ça, c'est deux opinions. Moi, vous savez, on peut deviner mon opinion. Oui, oui. À partir de ce moment-là, ce qui a été fait, c'est qu'on a gelé la taxe sur l'essence. On a arrêté de l'augmenter depuis 2013. Dans ce fonds-là, on était supposé d'équilibrer dépenses et revenus. Puis c'est ce qu'on faisait en 2015. C'était parfaitement équilibré. Droit de permis d'immatriculation, taxe sur les carburants, transferts fédéraux, marché du carbone, autres. Tout ça faisait en sorte qu'on était capable de se payer nos infrastructures, métro, autobus, routes, etc. Mais là, on a commencé à arrêter d'indexer la taxe sur les carburants. Donc, depuis 2013, la taxe n'a pas été indexée. Et ce qui fait qu'elle a perdu à peu près la moitié de sa valeur. Okay. Parce que c'est une taxe, tu sais, la taxe sur le carburant, c'est une taxe coût fixe au litre. C'est 19,2 sous le litre. Okay. Donc, c'est les mêmes 19,2 sous que depuis 2013, mais ils ont perdu énormément de valeur depuis. Puis là, on est rendu dans une situation où est-ce que le gouvernement est obligé d'injecter beaucoup plus de fonds à coût de milliards là, dans le fonds des transports terrestres, dans ce fort-là. C'est de l'argent qui pourrait aller en habitation, qui pourrait aller en santé, qui pourrait aller ailleurs. Parce que, principalement, on s'est privé de revenus, notamment de l'indexation de cette taxe sur l'essence-là. Ben oui, donc c'est comme on va au restaurant puis on dit chouette, mon restaurant n'a pas augmenté ses prix depuis 2013. Ben attends un peu, tu vois que la qualité de ce que tu manges a vraiment diminué ou soit qu'il va faire faillite ton restaurant, tu sais. Moi c'est ça, je comprends pas cette logique-là. Ouais. Et ben c'est ça. Finalement, on se retrouve dans une situation où le gouvernement est plus capable d'investir dans le maintien de ces infrastructures. Par exemple, là, pour les transports collectifs, c'est dramatique. On fonctionne à peu près avec le même montant qu'il y a 10 ans. Ah ouais? OK, ouais, ça n'a pas de bon sens, là. Donc, en 2013, on était à 3,6 milliards par année. Okay. Et en 2026, on est à 3,5 milliards par année. OK, mais évidemment, on peut plus s'acheter pas la même chose. Donc, en termes, si on prend l'inflation, à vrai dire, on a encore là perdu à peu près la moitié de la valeur. Et on le voit, notre métro a été construit en même temps que toutes nos autres infrastructures dans les années 60, 70. Il s'en ressent, là. Puis on l'a vu l'année dernière, la STM a été obligée de fermer d'urgence la station Saint-Michel. Puis on va en avoir d'autres. On va en avoir d'autres comme ça, les vieux wagons de métro MR73, ils s'appellent comme ça parce qu'ils ont été construits en 73. Alors, la STM usine ses propres pièces parce qu'évidemment, il n'y a plus de fournisseurs de rien de ça. Puis c'est leur fiabilité qui va diminuer de fois en fois. Moi, je me ferme les yeux quand on a des grosses fins de semaine, là, tu sais, comme le Grand Prix. Ça peut te péter à tout moment, là, tu sais, parce que il peut avoir, tu sais, des bris d'infrastructure, des trains qui sont arrêtés pendant plusieurs heures parce que ils ne sont pas bien entretenus. On les sous-finance, puis nos infrastructures routières, ben ça, même chose, là, le déficit de maintien d'actifs, il est énorme. Pour chaque dollar qu'on investit en entretien de notre réseau, on découvre 2 dollars de nouveaux travaux à faire à chaque année. Oh wow! Ça va pas bien. Ça va super mal. Pour vrai, ça va super mal. Avant, il y avait comme, en 2018, on pouvait rattraper? Comment?
en 2018, on pouvait rattraper, mettons? Oui, ben c'est ça. On avait comme un trois quarts de notre déficit de maintien d'actifs qui était pris en charge. OK. Il y avait une petite part là qui s'accumulait. Mais là, cette petite part-là est rendue le 2 tiers. Puis là, on s'occupe juste de 1 tiers avec les travaux qu'on fait. Tu sais, puis on voit, là, il y a plein de chantiers partout, là, mais on devrait beaucoup, beaucoup plus investir dans le maintien des actifs. Puis ben c'est ça. Donc ça veut dire des nids de poules, ça veut dire des fermetures d'urgence, des routes qui partent avec une pluie, ça veut dire toutes sortes de... Alors, même ça, c'est des milliards et des milliards de dollars qu'il faut investir. Là, je parlais d'infrastructures routières, mais c'est la même chose pour l'eau. Tu sais, on a vu le geyser l'année passée à Montréal. C'est encore nébuleux. Là, c'est quoi les causes de ce geyser-là? Mais on le sait, en général, les infrastructures d'eau sont vétustes. Les stations d'épuration, ça, c'est tout un parc d'infrastructures qui a été construit un peu dans les mêmes années puis qui est en fin de vie présentement. Alors, la facture, là, elle augmente très, très vite. Et on a des gouvernements qui rivalisent de baisse de taxes, de gel, d'impôts fonciers, etc. Tu sais, alors que vraiment, on a des gros investissements à faire. On a vu une belle annonce à ce sujet-là, genre, les partis politiques qui rivalisent en baisse de taxes, en baisse d'impôts, en baisse de coûts pour monsieur, madame, tout le monde. Hier, on a eu la belle annonce, première ministre du Québec qui nous annonce qu'une base de quoi, 50$ sur le coût d'immatriculation annuellement. Exact. Par automobiliste. Qu'est-ce que tu en penses, Blaise, de cette annonce? Ben moi, je suis évidemment, tu sais, avec tout ce que je viens de dire, que je sais que le gouvernement sait, qui est répété par les municipalités dans les dernières semaines ont fait un appel à revoir la fiscalité puis à dire qu'il va falloir penser à augmenter, à revenir à des augmentations de taxes foncières qui correspondent à l'augmentation de nos coûts. Puis on le sait. On le sait que l'automobile, c'est le mode qui est le plus coûteux, qu'il faut essayer de fournir d'autres options aux gens, que les routes tombent en ruine, puis que si on n'investit pas, on va laisser tomber un paquet de monde qui dépendent de ces routes-là, ou de ce métro-là, ou de cet autobus-là. Ce que je me dis, c'est on est vraiment dans une approche très, très instantanée de problème-réponse, là. Qui renforce nos problèmes à court terme, on a une impression que notre gouvernement nous protège puis nous comprend. Là. Effectivement, quand les factures s'accumulent puis augmentent, puis que ça coûte plus cher aux gens, puis qu'il y a des gens que ça les place dans des états de précarité. Là. On le sait, les gens fréquentent de plus en plus les banques alimentaires, tout ça. Donc, tu sais, faut pas nier cette détresse-là. Là. Je pense que le gouvernement a raison d'agir en faveur de ça, mais de se priver de revenus pour aider tout le monde. Alors non, c'est pas vrai là au Québec, au Canada, moi j'ai encore plein d'amis qui voyagent qui dans le sud, qui s'achètent des appartements, des maisons avec toutes sortes de caractéristiques non essentielles là, tu sais, puis c'est correct. Sauf que ces personnes-là n'ont pas besoin là de se faire aider pour payer leur épicerie, puis de se faire aider pour payer leur essence, alors que tu sais que leur auto est de caractéristiques non essentielles là, tu sais. Donc c'est ça, tu sais, des mesures non ciblées. Je pense que c'est ça que la plupart des experts ont reconnu, que ces mesures non ciblées-là, elles coûtent très cher. Elle prive l'État, puis elle les prive à long terme. Là, le 50$, il va être dur à ramener. Là, Mark Carney qui a baissé la taxe sur l'essence, sur les carburants, temporairement, ça va lui faire mal politiquement quand il va vouloir la réintroduire. Quand on va vouloir se remettre à investir dans nos infrastructures, on va le voir, on le sait là déjà que on n'y arrive pas avec les budgets actuels. Alors, c'est très court-termiste. Je dirais assez irresponsable. Je pense que avec tout ce qu'on sait là, tout ce que les gouvernements étaient en mode
On imagine probablement avoir recours au péage pour nos prochaines Mais c'est ça. infrastructures. De l'autre côté, mais on se prive de moyens collectifs. Alors, ben c'est ça. Après ça, c'est une décision politique démocratique. Si on veut aller vers ça, moins de revenus pour l'État, des infrastructures délabrées, une population en général qui a accès à moins de choses, puis des personnes, donc ça va favoriser les ménages qui vont être plus riches. Mais c'est ça. C'est ça On sait que ça le favorise. déséquilibre vers lequel ça nous conduit. Puis puis il y a toutes sortes de nuances. Là, il y a des gouvernements qui assez de droite là, puis il y a des intervenants assez de droite qui disent la même chose que je dis là. Tu sais, donc on peut Ouais, ça mélange tout. imaginer une grosse palette politique là qui se rejoint autour de l'idée de ben il faut bien financer nos infrastructures puis les services qu'on a, on doit être capable de les soutenir puis on doit tempérer en fait là les inégalités de richesse. Fait que c'est ça. Nous, évidemment, là, moi, Conseil régional de l'environnement, on travaille avec tous les spectres politiques là, donc tu sais c'est il n'y a pas une entreprise qui peut se permettre de fonctionner comme ça avec un toit qui coule, des problèmes d'eau potable pour ses employés, Non, c'est ça. des toilettes qui fonctionnent plus. Non, c'est donc, ça. Je pense que c'est des principes de bonne gestion là qui sont pas respectés parce qu'il y a une espèce de crise, parce qu'il y a une fatigue, des mauvaises nouvelles, puis des contraintes. Qu'ils soient des contraintes de santé publique, qu'ils soient les contraintes budgétaires, qu'ils soient les contraintes de l'espace sur nos routes là, tu sais. Puis bon, je pense qu'il y a comme un marché politique pour faire à semblant que ces contraintes-là, on est capable de les annuler temporairement ou à long terme parce qu'on les considère. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, on pourrait aller au plus global, même comme Savoy Zizek, philosophe quand même connu. Il parle d'une crise politique au niveau global de l'Ouest en général. Tu sais. Puis bon, c'est pas un podcast sur la politique là. J'en ouvrirai un autre sur ce sujet-là. Mais ça revient à dire que il y a une crise dans la manière qu'on fait de la politique en général dans l'Ouest du monde. Du moins, on le voit. On a que ça donne les résultats. Un peu comme on voit aujourd'hui où finalement on a de la misère à faire à régler nos erreurs du passé puis à prendre des décisions qui nécessitent du courage. Crois-tu que question de même, je vais à la volée, mais crois-tu que on manque de courage politique? Tu sais, on parle. Moi, je pense beaucoup à Jean Lesage avec Hydro-Québec, tu sais, il y avait eu un gros plan qui a donné les résultats qu'on a aujourd'hui là, avec Hydro-Québec. C'est pas parfait, mais on a quand même quelque chose, quand même un coût d'électricité qui est bas. Et un plan d'envergure. Puis là, aujourd'hui, on dirait qu'on n'a plus de plan nécessairement d'envergure, une vision très long terme, dire OK, sur 20, 30 ans, on n'a plus ça. Est-ce que tu crois qu'on manque de courage de politique aujourd'hui? J'aime pas beaucoup la notion de courage là parce que ça fait appel à une espèce de mentalité de sacrifice puis de combat puis ce qu'on a besoin c'est plutôt de la rigueur que du courage, je pense. Rigueur comptable, rigueur administrative, rigueur de gouvernance, rigueur dans le respect des engagements. On n'en a pas parlé, mais en 2018, le gouvernement avait adopté une politique de mobilité durable dans laquelle, par exemple, il y avait une cible de croissance des services de transport collectif de 5% par année. Ça, c'est 2018. On est rendu 8 ans plus tard. On devrait avoir augmenté à peu près 40% l'offre. Puis là, ben, ça dépend si on compose, composé ou additionné. Ça pourrait être plus que 40%. Puis on est à peu près à zéro. Il y avait une autre affaire là-dedans. Il y avait un chantier sur le financement des transports collectifs qui était démarré. Et le ministre, au début du premier mandat de la Coalition Avenir Québec, a fait une tournée nationale, consulté plein de monde. Et là, aujourd'hui, on est rendu 8 ans plus tard. Et le rapport final de cet exercice-là n'est pas rendu public et caché par le gouvernement.
Là, OK. je dis caché, c'est un gros mot, là, ça sonne complotiste, mais il y a eu des Ouais. demandes d'accès à l'information. C'est un rapport qui a été produit, on le sait, par une firme externe qui a été financée des centaines de OK. milliers de dollars pour produire ça, pour analyser toutes les différentes façons qu'on peut financer le transport collectif au Québec. Puis le gouvernement garde ça caché dans un tiroir à Québec, puis les demandes d'accès à l'information étaient refusées. Des partenaires qui participaient au comité de suivi de la politique de mobilité durable n'ont pas été informés du contenu de cette étude-là. Puis ben on est dans le néant et on se prive de moyens encore Hmm. avec les rabais. La taxe sur l'essence n'a toujours pas été indexée. Je parle pas d'augmentation, là, juste de maintenir sa valeur dans le temps. Hmm. La taxe les frais d'immatriculation vont être baissés, etc. Donc, tu sais, c'est pas que du courage, là, ça, c'est du laxisme. Tu sais, c'est un manque Ouais. de rigueur, je pense. Puis c'est plus ça je pense, la valeur qui est soutenable, là. Le courage, tu sais, c'est risqué. Ouais, ça parle de la dimension du risque, là. On Ça n'est même prend pas la dans le risque. dimension du risque. Je pense qu'on est dû pour être raisonnable, Hmm. puis rigoureux, sans être plate, là. Je pense qu'il y a moyen d'intégrer des notions de, de, de rêve, puis d'aspiration, puis de qualité de vie, puis de bien-être pour les gens, dans une vision rigoureuse tu sais, de l'aménagement de nos villes, de nos transports, etc. Tu sais, donc, quand on prend en compte le coût de la congestion dans notre planification des transports, ben, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on accorde une valeur au temps que les gens ont. On leur permet de choisir autre chose que d'être dans leur automobile. Après ça, ils peuvent choisir d'aller s'établir plus loin pour Hmm. avoir accès à d'autres choses. Mais ils peuvent aussi décider de passer moins de temps dans leur auto, à être plus avec leurs proches ou à faire des loisirs ou à travailler plus pour faire plus d'argent. Bref, on donne plus de possibilités. Ouais, absolument, absolument. Écoute, dernière question, parce que ce qui nous a mis en contact l'un et l'autre, c'est un manque de rigueur, en fait, au final, par rapport à un article qui est sorti dans un journal populaire ici. Puis je pense qu'on s'est rejoint là-dessus de dire, OK, je pense qu'il y a un manque de rigueur sur l'information qu'on donne aux gens, sur ce qui est communiqué au niveau populaire entre les gens, sur le transport en commun, mais aussi c'est un problème qui existe dans plein d'autres domaines. En sciences aussi, ça existe. Moi, je me ramène aujourd'hui à une discussion que j'avais pas plus tard hier soir avec quelqu'un. Puis ça m'a fait réfléchir pour notre entretien de ce matin. La personne me disait la chose suivante, elle me disait moi je comprends pas qu'on investit dans des bandes parcs, que ça nous coûte 2000$, mais qu'on n'est pas capable de donner plus de subventions aux mères monoparentales. Là, j'ai fait OK, wow! Tu sais, ça semble Mhm. éloigné comme de sujet, mais au final, je pense que c'est comme ça que la majorité des gens pensent. Mhm. C'est-à-dire qu'ils font des rapprochements dans des sujets qui sont, comment dire, qui sont différents, mais au final, c'est l'argent qu'on dépense, c'est où qu'on la met, etc. Aujourd'hui, on voit des discours ambiants qui utilisent ce genre je dirais, heuristique, parce que c'est un raccourci un peu, c'est un Ouais. raccourci qu'on fait des fois, pour promouvoir des idées. Toi, Blaise, par rapport à ces informations-là, aux heuristiques qui circulent, toi qui es étudiant en communication, comment on fait dans une société comme la nôtre aujourd'hui où il y a de l'information qui circule à gauche et à droite, justement, des raccourcis de pensée qui sont dits? Comment on fait pour justement faire briller la rigueur, faire briller l'information, étayer les réflexions au lieu de juste s'attarder à ce qu'on peut voir en apparence? Si on le prend d'un point de vue individuel, euh, c'est bien sûr s'informer auprès de sources rigoureuses et crédibles là. Puis il y a un système qui est vraiment bien conçu pour aller chercher l'information la plus rigoureuse possible. C'est le système des universités avec l'information, la recherche révisée par les pairs. Tu sais. Donc ça, c'est que donc un chercheur pour pouvoir publier doit soumettre sa publication à un nombre d'experts qui vont la réviser puis vont déterminer si c'est rigoureux ou pas. Donc ça,
tu sais, ce système-là, il est pas parfait. Il se produit de la recherche de mauvaise qualité quand même, mais moi, dans mon travail, c'est ma première, c'est ma première source de données. Je vais aller regarder ce que les universités produisent. Comme par exemple, quand je vous parlais des chiffres sur le coût de l'automobile puis des transports collectifs, mais ça, c'est une étude qui a été faite au HEC avec un économiste sérieux. Ça a été soumis dans une publication révisée par les pairs. Les modèles économiques sont tous disponibles en données ouvertes. On peut aller jouer dedans. Les gens se sont pas cachés de leur méthodologie. C'est crédible. C'est perfectible, mais c'est crédible. C'est valide. Puis jusqu'à temps que je trouve une meilleure source de données, ben c'est celle-là à laquelle j'ai confiance. Donc, tu sais, je pense que aller vers ça, aller vers des journalistes, là, je pense qu'il faut faire vraiment, on fait pas assez bien la distinction entre journalistes et chroniqueurs, là, parce qu'ils se retrouvent dans les mêmes médias. Mais les journalistes ont quand même un code de conduite, ils ont quand même une formation aussi sur la rigueur dans le journalisme. Les organisations aussi qui défendent pas un agenda privé, là, tu sais, donc je vais prêcher pour ma paroisse, mais les associations en environnement comme nous, ben on défend pas un agenda privé, là, on travaille dans une vision de bien public, alors souvent ben on va s'appuyer sur des données qui sont plus probantes. Et puis c'est ça. Donc c'est ça la façon à l'échelle individuelle. Puis je pense qu'il faut la seule façon que moi j'ai trouvé de composer avec ça, là, c'est un vrai problème, là, cette idée de post-vérité, là, où est-ce que le président des États-Unis, par exemple, peut mentir, peut annuler des procès, peut donc, fonctionner en dehors du moindre souci là de d'un cadre établi, hein. C'est ça. Ben ça c'est quand même difficile, puis la seule façon que moi je pense que j'ai trouvé c'est de rediffuser la meilleure information, de confronter les idées, de réfléchir sur la base de faits. Puis c'est arrivé qu'en vérifiant des faits, je me suis rendu compte que je me trompais. Tu sais, c'est arrivé. Par exemple, au début de la pandémie, quand on s'est tous mis à aller en Zoom, je me suis dit, oh, attends un peu, là, on va dépenser beaucoup plus d'énergie en vidéoconférence qu'en transport et tout ça. J'ai vu un peu de recherche qui pointait là-dessus. Creuser un peu plus pour me rendre compte que non, tu sais, quand même, encore mieux de faire des visioconférences que se déplacer en automobile. Par exemple, énergétiquement. Après ça, la qualité de l'interaction, puis tout ça, c'est autre chose, là. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on vérifie notre information avant de dire quelque chose, ben c'est un gros garde-fou contre prendre des mauvaises décisions, répéter de la mauvaise information, etc. Donc, je pense que c'est ça la clé. Puis il faut des personnes comme toi aussi qui vont questionner des gens qui ont une certaine expertise puis qui vont diffuser ces connaissances-là, je pense aussi pour faire un contrepoids puis offrir des formats diversifiés qui vont rejoindre d'autres mondes pour amener des messages avec de l'information plus rigoureuse. Ouais, ben merci. Oui, c'est exactement ça la mission des électrons libres, de justement amener de l'information de qualité, de gens qui ont de l'expérience, qui ont de l'information, qui ont révisé aussi leur travail. Tu sais, on reçoit un mélange de gens qui travaillent dans le domaine des affaires, d'organisations un peu comme la vôtre aussi, de chercheurs aussi. Bref, c'est un gros mélange qu'on a d'invités justement pour créer des conversations, des interactions intéressantes, mais aussi avoir une qualité d'information. Permet aux gens de s'informer justement de manière juste sur la question de mobilité durable. Ben, écoute Blaise, ça a été un plaisir de t'avoir. Va falloir en faire va falloir prendre un café, peut-être en faire un version café avec Blaise éventuellement, parce qu'on n'a pas parlé du stationnement. On aurait pu parler longtemps de ça. C'est un tout autre sujet, vaste sujet sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire également, oui. Ouais, on s'en reparlera. Ben merci d'être venu à l'émission des Électrons libres. Si on veut en savoir plus sur toi, Blaise, mais aussi le conseil
conseiller régional de l'environnement de Montréal. C'est où qu'on peut regarder pour vous joindre ou en savoir plus? Oui, c'est ça. On a le site web, là, le cremtl.org. Sinon, moi, je suis quand même bien actif là sur LinkedIn, réseau social, pour ne pas le nommer. Vous pouvez me rejoindre là, Blaise Rémillard, puis c'est un endroit où je diffuse beaucoup d'informations, justement, d'opinions appuyées sur des faits. Excellent. Hey, merci Blaise de venir à l'émission. Merci à toi. Hey, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Merci à Blaise aussi de s'être prêté au jeu en venant comme invité à l'émission des Électrons Libres. Ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui sont connus dans le domaine de la mobilité durable, qui viennent nous rendre visite pour discuter d'un enjeu actuel. Bref, merci encore Blaise. Pour la suite, ce qui est de nous autres, eh bien, c'est déjà la fin de la saison 5 des Électrons Libres. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Pour la suite des choses, on se revoit en septembre parce que le mois d'août, en fait, il sert de période d'enregistrement pour d'autres épisodes des Électrons Libres. Des épisodes en personne au Québec. Vous allez voir la saison 6, la saison automne 2026 va être assez rock'n'roll. Je vous avertis tout de suite. Je sais ce qui s'en vient. On va aller partout, explorer plein d'affaires en mobilité durable. Vous allez voir, là, on sort vraiment des sentiers battus. On rentre, on essaye des machines, on essaye des affaires. Bref, attachez votre sucre. Je peux pas en dire plus, mais la saison 6 des Électrons Libres, stay tuned parce que ça s'en vient, puis assez vite. Sur ce, portez-vous bien et déplacez-vous librement. On se revoit en septembre.